Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, quelle appropriation les Camerounais se font du bilinguisme et du multiculturalisme. Plus d'un an après la création de cette commission censée promouvoir ces deux notions, les analystes pensent que c'est simplement un échec. La chasse au cumulard est lancée au Sénat. 4 bureaux de vérification ont été mis en place ce jour au cours de la séance plénière. Les sénateurs RDPC vont-ils défier la loi et se maintenir à la tête des entreprises publiques? Élément de réponse au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. 4 bureaux de vérification des mandats ont été mis en place ce jour au Sénat au cours de la séance plénière. Ces structures vont passer au peigne fin les dossiers de candidature des 100 sénateurs. Il est question pour les membres de cette commission des devoirs qu'aucun d'élu n'exerce aucune fonction incompatible avec le mandat de sénateur. Cependant, une question alimente les débats, celle de savoir si les sénateurs RDPC vont défier la loi afin de se maintenir à la tête des entreprises publiques au Cameroun. Élément de réponse dans ce reportage de Guy Zogo et d'Emmanuel Diop. Le SDF a bel et bien soulevé un lièvre en insistant lors de l'ouverture de la session de plein droit du Sénat sur l'incompatibilité de la fonction de sénateur avec celle de président du conseil d'administration. En d'autres termes, en ouvrant la chasse au cumulard. Le code électoral est clair. Le standing orders du Sénat est clair sur ça. Quelqu'un qui est dans une situation d'incompatibilité ne peut pas être sénateur. La réaction qui s'en est suivie par l'entremise du bon soldat Pierre Flambon-Gayap n'était donc en réalité qu'un contre-feu circonstanciel. Les vérifications des cas d'incompatibilité ne peuvent être effectuées que lorsque le Sénat se réunit en session de plein droit, et après qu'il ait mis en place ces bureaux de vérification. Les sénateurs ne sont pas autorisés à s'auto-vérifier. L'incendie éteint au Sénat, la question de fond est restée lancinante. Les sénateurs cumulards du RDPC peuvent-ils défier la loi en se maintenant et à la tête des conseils d'administration qu'ils dirigent et au Sénat? Dans ce cas-là, 4 noms tombent sous le coup de la loi. Chief Victor Mokete, président du conseil d'administration de Camtel, Aboubakari Abdoulaye, président du conseil d'administration de la Maïture, René Zengele, président du conseil d'administration de l'IRAD, et Charles Salé, président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Rattrapé par cette réalité, le comité central du RDPC a été réduit à tenir une réunion pour trancher le sort des cumulards. Si aucun communiqué final n'a sanctionné cette rencontre pour indiquer clairement l'option retenue par le parti au pouvoir, des indiscrétions laissent entendre que Paul Biya demande que la loi sur les incompatibilités soit respectée. Cette injonction présidentielle, si elle était avérée, n'en serait pas moins l'arbre qui cache la forêt. En effet, les 10 sénateurs ont déjà effectué un mandat à la Chambre haute du Parlement de 2013 à 2018, tout en occupant les fonctions de PCA, au mépris des dispositions du code électoral qui stipule que le mandat des parlementaires est incompatible avec les fonctions de PCA ou le statut de salarié dans un établissement public et parapublic. Plus généralement, cette question des cumuls persiste alors même que la loi de 1999 portant statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic établit que les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement. Or, que voit-on au quotidien? Une flopée de membres du gouvernement à la tête d'un ou de plusieurs conseils d'administration. Autant dire que le cumul a de beaux jours devant lui avec la bénédiction du président de la République.
Au cours du conseil de cabinet tenu ce jeudi au l'immeuble Étoile à Yaoundé, Philippe Moyan, chef du gouvernement, a instruit le ministre des Arts et de la Culture à accélérer les travaux du congrès international sur le patrimoine culturel prévu au mois de novembre prochain au Cameroun. Narcisse Mouélé, quant à lui, a présenté les efforts de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme en vue de valoriser le patrimoine camerounais. Cependant, un an après sa création, cette commission peine toujours à implémenter le vivre ensemble au Cameroun, mis en place 3 mois seulement après le déclenchement des remous sociaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La commission Moussangué n'arrive pas encore à apporter des réponses concrètes à cette crise anglophone. Serge Alain Otto pour plus de précisions. Ils sont 15 membres à qui le président de la République a confié la lourde mission de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Ces 15 personnalités représentatives des causes sociales et culturelles du Cameroun ont pris fonction jeudi 27 avril 2017 dans un contexte très particulier. La création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme était l'une des réponses du gouvernement camerounais aux revendications corporatistes des avocats et enseignants de la partie anglophone du pays. Des revendications qui plongeaient toute la région du nord-ouest ainsi que celle du sud-ouest dans une grave crise qui avait commencé 6 mois auparavant. Lors de l'installation de la commission Moussangué, le premier ministre Philippe Moyan avait tenu à rappeler ses missions, se déclinant principalement autour de la contribution au maintien de la paix, à la consolidation de l'unité nationale et du vivre ensemble des Camerounais. En outre, la commission devait procéder au suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français 2 langues officielles d'égale valeur. 12 mois après leur installation, Peter Mafani et son équipe, constitués d'hommes et de femmes d'expérience, à savoir un ancien secrétaire général à la présidence de la République, d'anciens ministres, des universitaires, d'anciens commis de l'État, un homme d'église et un opérateur économique, sont, de l'avis de certains, loin d'avoir contribué au retour à la normale. Le vivre ensemble entre nos forces de maintien de l'ordre et certains individus armés non identifiés reste précaire. Plusieurs gendarmes et policiers sauvagement assassinés, des villages et des villes fantômes, un sous-préfet et un délégué régional enlevés, et de plus près de nous, le cortège du gouverneur du Sud-Ouest attaqué à balles réelles, sont là pour le démontrer. Nommée par décret présidentiel pour un mandat de 5 ans éventuellement renouvelable, la commission Moussangué dispose encore de 4 années pour atteindre ses objectifs. Et plus d'1 an après la création de cette commission, les analystes pensent que c'est simplement un échec. Analyse donc et évaluation de la commission Moussangué en deuxième partie de ce journal. Et maître Michel Ndoki est l'invité du 20h. Allons à présent à la découverte d'une localité désormais inhabitée et devenue l'ombre d'elle-même. La ville de Mendi, c'est dans le département du Lébialem, région du sud-ouest Cameroun. Les dernières traces de vie remontent à plusieurs mois car cette localité a souvent été le théâtre des affrontements entre assaillants et forces de défense camerounaises. Sur les ruines de Mendi, suivons ce reportage d'Éric Martial Ndiomo et d'Éric Diato. Mendi, ville fantôme. Le chef-lieu du département du Lébialem donne aujourd'hui l'allure d'un cimetière. Pas l'ombre d'une vie, car les populations ont déserté leur domicile en raison des violences liées à la crise anglophone. La ville, entourée par plusieurs collines, a très souvent été le théâtre d'affrontements entre sécessionnistes et forces de défense. Dans ce garage, les outils éparpillés à même le sol, rongés par la rouille, et cette moto garée en plein air, progressivement engloutie par la broussaille, sont la preuve que les propriétaires ont fui sans demander leur reste. Dans ce bar, les chaises abandonnées par les tenanciers désormais fugitifs sont à la merci des intempéries depuis des lustres. À Mendi, les herbes règnent en maîtresse absolue en raison de l'absence humaine. C'est cette ville déserte et fantôme qui a récemment accueilli Bernard Okalabilay, venu installer le nouveau préfet du Lébialem, qui lui aussi pourrait avoir du mal à vivre quasiment seul dans une ville dépeuplée.
Au lendemain de la décision du ministre des Finances de mettre sur pied les canaux de dénonciation afin de démasquer des fonctionnaires fictifs au Cameroun, le 20h ce soir ouvre une enquête sur ce que pensent les Camerounais des numéros courts. Plusieurs usagers dénoncent l'inefficacité de ces services sollicités à travers ces numéros et jugent de ce fait inutile de les utiliser, tandis que plusieurs habitants ignorent même l'existence de ces numéros courts. L'enquête de François Dikoumé et de Sylvestre Zangao. Dénoncer des actes de corruption, appeler la police ou les pompiers lorsqu'on est en danger, ou solliciter les services du SAMU en cas d'urgence médicale. Plusieurs numéros courts sont mis à la disposition des populations au Cameroun pour saisir le service approprié à leurs besoins. Seulement, plusieurs personnes interrogées affirment qu'elles ont été déçues après avoir composé l'un de ces numéros courts. J'ai déjà utilisé le 117, j'ai appelé au cas d'un vol. J'ai été attaqué par les brigands, les propriétaires de nuit là. J'ai appelé le 117, l'officier qui était le garde me demande c'est qui, il dit sont les bandits, ils agressent au quartier. Il me pose la question de savoir s'ils sont armés. Il dit oui, ils sont armés, ils tirent. Il me pose quel type d'arme. Ma réaction était de poser la question, je suis policier ou militaire pour me poser quel type d'arme. Ceux qui sont armés me posaient quel type d'arme. J'ai fait le service comme vous. Je l'ai utilisé, mais quand tu les appelles, ils ne viennent pas. C'est ça, donc maintenant, je n'appelle pas. Des fois, tu les appelles, ils disent qu'ils ont occupé. Il n'y a pas les éléments, c'est ça aussi, que les postes sont vides, c'est comme ça. On ne voit pas de promptitude. Il y a toujours de retard. Ce qui fait qu'en conclusion, on va dire, bon, il y a beaucoup d'idées chez nous, beaucoup d'idées. Alors, mais la problématique de la mise en œuvre. Alors que les numéros courts existent bel et bien, ils ne sont pas connus de tous. J'ai écouté à votre télévision que la CONA a sorti. Je crois que c'est deux numéros ou bien trois qu'il a donné. Je ne connais pas. Je n'en connais rien. Je ne connais pas ça à quoi ça sert. Cependant, malgré les insuffisances, les usagers reconnaissent l'importance de l'initiative, tout en sollicitant des améliorations. Tu peux te retrouver dans une situation critique là à l'instant et tu n'as peut-être pas de quoi ne serait-ce que biper. Et déjà, si ce que tu subis est trop rapide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de crédit, le numéro va te permettre d'appeler facilement. Et comme je trouve que c'est peut-être le service qui suit après les numéros que les gens ne tiennent pas trop à cœur, mais les numéros en eux-mêmes sont très importants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser la population camerounaise, ou aussi que les autorités prennent un peu aussi conscience de certaines choses. Surtout peut-être la police, la gendarmerie, les pompiers. Sur les récriminations, la police et les sapeurs-pompiers par exemple interpellent les populations à faire bon usage des numéros courts mis à leur disposition. Ceci en évitant les appels fantaisistes qui peuvent rendre les interventions inefficaces. Dans le reste de l'actualité, face à la multiplication des accidents de la circulation au Cameroun, des organisations de la société civile dénoncent l'indolence des pouvoirs publics. Et la Ligue camerounaise des consommateurs, par exemple, accuse le gouvernement d'être complice des accidents de la circulation sur les axes routiers dans un état de décrépitude avancé. Joël Sengaye à Cyril. Les accidents de la circulation, on en compte à n'en plus finir sur les axes routiers au Cameroun. En bonne place, au banc des accusés, se trouvent les pouvoirs publics qui, d'après les organisations de la société civile, ne font rien ou presque pour améliorer la qualité des axes routiers. Le gouvernement est complice des accidents de la circulation au Cameroun dans la mesure où des mesures fortes ne sont pas prises et exécutées pour permettre à ce que nous ayons des routes acceptables, des routes où on peut circuler et vivre, et non des routes de la mort. Vous voyez que les contrôles qui sont faits ne sont pas toujours sérieux, alors que en temps normal, ces contrôles-là devaient diminuer plutôt les accidents de circulation. Vous voyez que les équipements appropriés ne sont pas disposés de manière rationnelle. Donc le gouvernement a vraiment des solutions en main, mais qui malheureusement, dans une sorte de gouvernance pas toujours comprise, pas toujours moderne, pas toujours pour le peuple, n'arrive pas à mettre cela en branle pour qu'on puisse voyager, pour arriver à la destination et donc pour s'arrêter avant la destination. Les associations de consommateurs et donc des usagers de la route s'indignent.
Elle dénonce également l'environnement immédiat des agences de voyage, très souvent envahies par les bars, gargotes et autres coins de plaisir. Toutes choses qui ont pour effet de distraire les conducteurs. L'impact de ces lieux d'aisance, ces lieux de plaisir est très négatif sur les chauffeurs, pour ne pas dire chauffards, d'autant plus que là-bas est vendu très souvent le whisky à sachet qui est un produit de mauvaise qualité qui contient une forte dose d'alcool. Je signale que fermer les bars qui sont autour des agences, c'est-à-dire empêcher aux bars de s'installer auprès des agences comme auprès des hôpitaux et autres. Tout en dénonçant l'indolence du gouvernement, la Ligue camerounaise des consommateurs, qui se veut le porte-voix des usagers de la route, salue l'initiative d'une agence de voyage particulièrement impliquée dans les accidents de la circulation ces derniers temps, mais qui s'efforce désormais d'éviter les hécatombes sur les axes routiers au Cameroun. Les populations des quartiers Makepe, Misoka et Bepanda ont du mal à se mouvoir depuis des jours et pour cause, le pont qui relie ces deux localités a été envahi par les eaux et pour résoudre ce problème, les jeunes du coin ont construit une barque pour permettre aux habitants de traverser le cours d'eau. Le reportage de Xavier Fouca. Cette rivière est située entre deux quartiers populaires. D'un côté, Makepe Misoke et de l'autre, Bepanda Maturité. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Une zone insalubre, à risque, dominée par le marécage. Malgré cette situation, les gens s'y sont installés avec de nombreux élèves obligés de braver les intempéries pour aller à l'école. Et la chute du pont qui existait à cet endroit a davantage compliqué leur quotidien. Pas d'autre choix que d'emprunter cette embarcation de fortune. Une sorte de radeau fabriqué par les jeunes du quartier. La bravoure des propriétaires de ce radeau leur permet de gagner un peu d'argent. La traversée pour un seul individu varie entre 50 et 100 francs CFA. Ici, le danger n'est jamais loin, mais pour l'oublier, cette esquisse quelques pas de danse lors de la traversée. Autre actualité au cœur de ce journal, la concurrence paraît insupportable pour les entreprises camerounaises qui souffrent du non-respect de la norme et de la qualité. L'Agence des normes et de la qualité qui fait ce constat 2 ans après la signature des accords de partenariat économique avec le Cameroun propose un plan pour renforcer la compétitivité des entreprises au Cameroun. La NOR a présenté à Yaoundé sa stratégie d'accompagnement des PME dans la démarche qualité. Joël Senguei à Cyril. C'est un constat amer que dresse l'Agence des normes et de la qualité. 2 ans après la signature des accords de partenariat économique par le Cameroun, les entreprises camerounaises sont essoufflées par la concurrence au niveau international. Les facteurs compétitifs, qui sont même la qualité du produit et les coûts, ne sont pas maîtrisés par nos PME. Donc il faudrait absolument que ces PME soient encadrées, au moins sur le plan qualitatif, avant d'aller compétir sur le plan des coûts. Les PME camerounaises restent confrontées à des difficultés qui les empêchent d'échanger de manière optimale et de tirer avantage de l'élargissement des perspectives commerciales qui s'offrent à elles. Entre autres goulots d'étranglement, l'on cite le faible accès au financement, le faible accès au marché, les défauts de gestion, les problèmes techniques, la prédominance de l'informel, bref, la faible compétitivité des petites et moyennes entreprises. Pourtant, il faut bien que les PME camerounaises fassent le saut qualitatif nécessaire pour suivre le rythme de la concurrence qu'impose le marché international. C'est une barrière non tarifaire à l'heure où nous avons ouvert toutes nos frontières aux autres économies, notamment l'Union européenne, la Chine, comme vous voyez. Pour que nous soyons présents sur le marché, il faudrait que nous ayons des produits de qualité. Et ces produits de qualité ne peuvent se faire qu'à travers un dispositif normatif. Sur le terrain de la concurrence, l'Agence des normes et de la qualité vole au secours des entreprises camerounaises. La NOR présente à Yaoundé
la stratégie d'accompagnement des PME à la démarche qualité. Cette stratégie consiste simplement à mobiliser les PME qui constituent à peu près 95% de notre tissu économique à la prise en compte que la norme constitue en elle-même aussi un facteur de compétitivité vis-à-vis du marché international. Les PME au Cameroun, c'est près de 95% du tissu économique national. Il est donc important de renforcer la compétitivité du secteur productif local à travers le respect des normes et des standards de qualité afin de faire de la PME le socle de la croissance économique et le levier de l'industrialisation du Cameroun. Et c'est un ouf de soulagement pour les éleveurs du département de la Sanaga-Maritime. Ils viennent de recevoir un appui des pouvoirs publics à hauteur de 134 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de travail au quotidien. Des précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Julienne Berthe-Bissaï. Investir pour moderniser et rentabiliser son élevage, telles sont les préoccupations des opérateurs économiques de la Sanaga-Maritime. Engagés dans ce secteur d'activité depuis des années, ils font face à de nombreux problèmes qui plombent leur production. Nous avons déjà le problème de la cherté des aliments. Nous avons la prophylaxie dont le médicament qui nous aide à mettre en bonne santé les sujets qui sont aussi un problème. Ensuite, nous avons le mauvais état des routes qui nous empêche d'accéder à la ferme. Pourquoi? Parce que la ferme ne doit pas être dans une zone habitable. Nous sommes obligés d'aller dans des zones reculées pour pouvoir exercer notre activité. Pour améliorer la productivité et la commercialisation de leurs produits, les pouvoirs publics viennent de mettre sur pied un projet de développement de l'élevage entendu PRODEL. Le projet, qui s'étend sur une période de 6 ans, dont l'enveloppe totale est de 134 millions de francs CFA, couvre 6 filières que sont la volaille, l'apiculture, les petits ruminants, le bovin lait, viande et la filière porcine. Pour bénéficier d'une quelconque subvention, des préalables doivent être engagés. On finance les OP qui sont dans l'activité d'au moins 2 ans. Ça veut dire que pour éviter les aventurés, l'OP doit exercer dans l'activité d'au moins 2 ans. Et les OP ici peuvent être les coopératifs, les GIC ou les associations. Mais avant le financement, l'OP doit fonctionner comme un coopératif selon la loi OHADA. Aussi, les 75% des membres de l'OP doivent résider dans les lieux d'implémentation du projet. Ils doivent verser 10% du coût total de leur plan d'affaires dans un compte bancaire dans une institution financière partenaire du projet. Pour les spécialistes de ce secteur, plusieurs actions sont annoncées pour les prochains jours. Maintenant, grâce à PRODEL, d'ici au maximum 2 semaines à 3 semaines, on va organiser la vaccination contre la peste des petits ruminants sur l'ensemble du territoire et en particulier dans le département de la Sanaga-Maritime. Tout compte fait, l'élevage demeure l'un des leviers de développement au Cameroun. En éducation, ils sont 10 candidats qui devront représenter la région du Sud lors de la grande finale du concours national de dictée prévu en décembre prochain. Ils ont été sélectionnés parmi les 800 candidats en course. Plus de précisions dans ce reportage de Roger Takala et Isabelle Carole Zopet. Les 10 lauréats qui représenteront la région du Sud au concours national de la dictée édition 2018 sont désormais connus. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade des services du gouverneur à Ibolova, où ils ont d'ailleurs reçu leur attestation. Les 800 candidats issus des différents départements du Sud, sélectionnés au départ, ont été soumis aux épreuves de correction orthographique pour le premier cycle et de dictée classique pour le second cycle. La compétition n'a pas du tout été facile. Nous avons travaillé dur pour qu'ils soient là. Ils étaient 800 au départ, le présentateur, promoteur l'a dit, et on en est aujourd'hui à 10, tout simplement. Cela veut dire que la sélection
fut vraiment sérieuse, rationnelle, objective. L'élève de 4e espagnol qui occupe avec brio la première place de cette étape avec la note de 19 sur 20 s'est dit satisfait ainsi que sa génitrice. Oui, je suis content. Et justement, comme il va encore en décembre, j'ai envie de recommencer à lire. C'est un enfant très élevé, par contre, très élevé. Je ne sais pas. Je m'attendais quand même pas à ça. Pour le promoteur de ce projet d'envergure nationale, il est question de promouvoir la langue française et de récompenser comme il se doit les meilleurs. Que le premier, pour chaque panthéon, recevra 1 million de francs CFA pour le primaire, 1 million de francs CFA pour le secondaire, 1 million de francs CFA pour le supérieur. Mais chacun d'entre ces trois leaders de la langue française bénéficiera d'un séjour en Europe de 2 ou de 3 semaines. Notons que le concours national de dictée 2018, qui a démarré par la région du Sud, fera le tour des 9 autres régions du Cameroun avant la grande finale nationale prévue en décembre prochain. On parle culture à présent. Sa Majesté Api Sinkam Saint, roi des Bana, fait citoyen d'honneur de la ville de Douala par le délégué du gouvernement, Fritz Tonnet, a salué et encouragé les efforts des fils et filles dans le développement de la communauté dans la ville de Douala. Plus de précisions avec Séverin Touban et Auréole Choumi. Bon, la prochaine fois, vous n'aurez plus à demander la paix. Voici la paix. Wow. La date du 26 avril 2018 vient de revêtir un symbole historique pour tout le peuple Bana. Sa Majesté, le chef supérieur, roi des Bana, a reçu les clés de la ville de Douala des mains propres du docteur Fritz Tonnet. La ville de Douala prend acte de votre contribution à la consolidation de l'esprit du vivre ensemble, cher à tous, pour une meilleure qualité de vie de notre population. Fait à Douala le 26 avril 2018. La décision du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est motivée par les efforts de paix et de progrès des fils et filles Bana de Douala. Il a félicité la cohésion qui anime la communauté Bana. Et je voudrais qu'au-delà du langage politique, que cela soit véritablement partagé. La sortie ici, que les Bana, dans leur ensemble, ici à Douala, qu'une fois rentré sur Bana, vous me témoignez, vraiment, monsieur le délégué, que les Bana de Douala sont vraiment présents et que je mérite, n'est-ce pas, des citoyens de la ville de Douala. Entre autres présents, une assiette hautement symbolique. Elle incarne le vivre ensemble qui doit sous-tendre les relations entre toutes les communautés dans la cité capitale économique. Une forte documentation a accompagné ces présents pour accroître les connaissances de Sa Majesté Sikam Api V sur la ville de Douala, son évolution d'hier à aujourd'hui. À son tour, le citoyen d'honneur a remis au délégué du gouvernement un panier à forte valeur traditionnelle dans lequel il devra davantage rassembler tous ses enfants. Il a engagé tous les Bana du Cameroun et d'ailleurs à accompagner la communauté urbaine de Douala dans le reluisant projet de création de la société métropolitaine de Douala. Cette journée a débuté par la visite d'amitié au gouverneur de la région du littoral, fils de Bana dans l'âme. Samuel Dieudonné Iva Dibois a renouvelé ses sincères remerciements au Bana et à tous les dignitaires du Honkam pour leur incessant soutien. D'abord au niveau des études, c'est le lycée où j'ai eu les meilleures notes. Au niveau de la promotion préfectorale, c'est là que je suis parti pour être gouverneur. Et je peux dire que partout où on m'a installé, la délégation du Honkam n'a jamais été battue en record de participation.
Des échanges à huis clos ont été menés avec le préfet du Vouri, Joseph Bertrand Maché. Le roi Sikam Api V et ses notables sont ensuite allés présenter les hommages de l'administration au patriarche Kadi Defosso. La journée de Sa Majesté le roi Sylvestre Sikam Api V s'est achevée chez le roi Bel. Nouvelle preuve du brassage culturel qui unit le peuple de l'eau et le peuple Bana. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Donc, je reçois donc sur ce plateau Maître Michel Ndoki, avocat stagiaire et bientôt barreau du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes également cadre militante du MRC. Tout à fait, oui. Ok, un an après la création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, quelle évaluation pouvez-vous faire de cette commission? La première chose qu'on peut dire, c'est que elle a été créée dans un contexte de crise, dans un contexte d'urgence, et que on espérait du coup la voir, l'entendre, la sentir de manière régulière et de manière forte sur le terrain, au niveau des médias, pour savoir comment est-ce qu'elle allait nous aider à mieux vivre ensemble. Elle était un peu présentée. 2017. Tout à fait. On a vu les membres de cette commission qui sont descendus dans les différents départements ministériels. La commission s'est également rendue dans la région du sud-ouest Cameroun. Peut-on pas dire qu'il y a une certaine avancée? Si on considère que avancer, c'est aller voir des ministres et des populations, oui, on peut dire qu'il y a eu une avancée. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Elle a prévu une tournée, je crois, ces jours-ci, au mois de janvier. Donc elle retourne dans le sud-ouest. Au mois de janvier, elle a rencontré, je crois, des représentants de la Suisse parce qu'elle entendait s'inspirer, tout à fait. Elle entendait s'inspirer du modèle suisse pour impulser un mouvement de meilleure intégration nationale. Et que pensez-vous de cette... Et c'est une très bonne idée parce que effectivement, la Suisse est un modèle en matière de multiculturalisme et de multilinguisme. Une étude très importante conduite il y a quelques années, je crois, a démontré que beaucoup de jeunes connaissaient au moins 2 langues. La plupart d'entre eux avaient plusieurs personnes de langues différentes dans leur entourage, beaucoup. Et l'enquête était faite de manière à lier la question du multilinguisme et la question de l'intégration des autres, de l'acceptation des étrangers. Donc, dans le contexte d'une conscience des flux migratoires. Et une chose qui est regrettable dans la manière dont la question est abordée ici, c'est que elle ne tient pas compte du fait qu'en tout état de cause, le Cameroun vit dans un monde plus large et qu'aujourd'hui, intégrer les autres, intégrer des différences culturelles, c'est aussi intégrer l'importante communauté d'origine nigériane, d'origine chinoise, d'origine d'Afrique de l'Ouest, etc. Nous vivons sur une terre qui voit passer des gens et qui accueille des gens de tellement de cultures différentes qu'aujourd'hui, présenter le problème comme une confrontation ou une cohabitation entre l'héritage anglais et l'héritage français, c'est réducteur et c'est d'ailleurs nier toute notre richesse et tout notre patrimoine culturel à nous, ancestral, j'ai envie de dire, camerounais. C'est pourquoi nous pensons que une des solutions à cette question de l'intégration, c'est de créer une langue nationale. Et le MRC entend, une fois qu'il sera arrivé au pouvoir, dans le cadre de... On reviendra sur la position du MRC. Il faut préciser que dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, le chef de l'État, Paul Biya, avait estimé que les choses deviennent de plus en plus stables. Ça devait donc permettre à la Commission de s'attaquer au cœur du problème. Mais au regard de l'enlisement de la crise anglophone, est-ce que cette Commission peut travailler efficacement sur le terrain?
Alors, ce serait intéressant de demander au chef de l'État ce qu'il pense de ce qu'il disait le 10 février, compte tenu de la situation le 10 février, parce que il me souvient que justement nous étions sur un plateau et que nous avions pu dire que pendant qu'il disait ça, il y avait des villes mortes dans le sud-ouest qui étaient en cours. Aujourd'hui, on connaît la situation. Le gouverneur son convoi a été attaqué, voilà, Okalia Biliaï lui a certainement décrit par le ministre de tutelle la situation. Maintenant, je veux le répéter, la question du multiculturalisme n'est pas la question de la crise dite anglophone. Notre pays est en crise, d'ailleurs il n'y en a pas qu'une, et nous pensons que toutes les crises sont aussi importantes les unes que les autres, que certaines sont peut-être plus profondément ancrées dans le temps, d'accord, qu'on peut avoir des discussions sur ce qui a causé celle-ci et ce qui a causé celle-là, qu'il y a une question spécifique à la zone d'expression anglaise, mais qu'en réalité, le problème du multiculturalisme ou la question, le défi du multiculturalisme n'est pas une question de coexistence entre deux langues. Si on est d'accord sur le fait que on n'entend pas, on ne voit pas, on ne sait pas exactement ce que cette commission veut faire, il nous paraît que l'accent doit être mis sur le côté multiculturel, la reconnaissance du fait que nous avons un patrimoine qui est extrêmement riche, qu'il s'agisse du Cameroun, des puissances coloniales ou aujourd'hui de l'ensemble des communautés qui au fil des siècles sont venues s'installer au Cameroun, et que c'est dans ce cadre-là qu'il faut envisager cette question. Je disais tout à l'heure que la création d'une langue participe de cela. Ce que nous devons faire, et la raison pour laquelle on se pose la question du multiculturalisme, c'est quoi? C'est que il nous faut apprendre à aimer cette terre que nous appelons Cameroun, et l'aimer qui que nous soyons, quel que soit notre patrimoine, et aimer tous les aspects de cette terre-là et des peuples qui l'occupent. Et donc, le choix d'une langue, la création d'une langue, ce qui est l'idée du MRC, participe de ce désir de voir les Camerounais et ceux qui accueillent. Quel aurait été donc le meilleur contenu, la meilleure approche de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme? C'est d'abord de commencer par s'assurer que les lois soient appliquées. Je disais tout à l'heure que avoir une langue commune, je vais juste terminer cette phrase, nous permettrait de nous tous nous diriger vers ce qui deviendrait notre patrimoine commun, et ça aiderait au vivre ensemble, puisque c'était ça l'objectif de la création de cette commission. Maintenant, quand on se balade dans les rues de Yaoundé, je crois qu'une des choses qu'elle peut voir avant même d'aller dans le reste du pays, c'est que les affiches, les panneaux qui signalent des représentations de l'administration ne sont pas écrits dans les deux langues, beaucoup, et que quand ils sont écrits dans les deux langues, les caractères n'ont pas la même taille. Ça ne donne pas du tout le sentiment que nous sommes un pays bilingue. Donc il y aurait déjà ce qu'on appelle en anglais des quick wins, des différences à faire rapidement là, dans son voisinage. Après, il y a tout un ensemble de contrôle, effectivement, et de recommandations et de rappels à l'ordre qui pourraient être faits. Moi qui me promène souvent à Limbé, ça me fait quelque chose de voir qu'il y a de plus en plus d'annonces, de panneaux, etc., faits en français, que les médecins donnent des ordonnances en français à leurs patients anglophones. Et je crois que ce sont des questions qu'il faut régler d'urgence et qu'on doit voir, les Camerounais doivent voir de manière urgente que leurs impôts servent au moins à créer ces petites différences-là qui feront que nos compatriotes d'expression anglaise se sentent moins étrangers sur cette terre commune. Voilà. Pour sortir donc de l'entretien, Maître Michel Ndoki, on va évoquer le cas Mancho Bibitsi. Donc son procès, une fois encore, été reporté au 8 mai prochain. Donc qu'est-ce qui fait la particularité du cas Mancho Bibitsi, puisque d'autres co-accusés ont déjà été condamnés? C'est que c'est quelqu'un d'extrêmement emblématique, je crois. Alors, il a été déclaré coupable
Et ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir quelle sera la peine qui a été fixée, si mes informations sont justes. Et dans ces déclarations, il vous parle de ce pays et il vous parle de son amour pour la paix et il vous dit combien de fois, avec combien de responsables de haut commis de l'État, il a eu des rencontres pour discuter de dialogue, de la nécessité d'un dialogue et pas un dialogue où le gouvernement parle à la population, mais un dialogue où il écoute aussi. Et finalement, ce qui est extraordinaire avec cet homme-là, c'est qu'il vous montre que, justement, nous n'avons pas un problème de langue, nous n'avons pas un problème d'Ambazonie contre la République, nous avons un problème de Cameroun. Et c'est un problème de Cameroun qu'il a posé. Je crois que les juges doivent faire attention à l'impact de leurs décisions sur le moral et sur la perception que nos compatriotes auront du pouvoir en place. Parce que de toute façon, il est clair que nous aurons la perception que la décision vient non pas du juge, mais du pouvoir qu'il sert malheureusement aujourd'hui. Peut-être que c'est ce qui explique, peut-être aussi que c'est pour donner le sentiment qu'il s'agit vraiment de justice et que c'est une question d'ordre public, ou qui a un impact important du point de vue de l'ordre public, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut prendre un peu de recul et qu'il faut que le juge se retire dans son antichambre. Je n'aimerais pas du tout être à sa place. Je crois qu'on lui a déjà dit ça plusieurs fois. Maintenant, je crois qu'il faut regarder de l'avant. Et M. Bibi Simancho est un exemple de ce point de vue-là. Il continue de parler de ce Cameroun que lui veut voir devenir une réalité. Et je crois que c'est ce que nous devons faire tous. Donc, attendons, laissons nos compatriotes, parce que les juges sont aussi nos compatriotes, faire ce qu'ils peuvent, faire ce qu'ils doivent, et nous prendrons la suite à partir de là. Le département d'État américain vient de rendre public son rapport 2017 sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Donc ce rapport révèle de graves violations des droits de l'homme, notamment l'armée, l'accuse l'armée d'usage excessif de la force. Il y a également la révélation des camps de détention détenus par l'armée. Comment appréciez-vous ce rapport ? Comme les autres, ce n'est pas le premier, ce n'est pas la première fois que une organisation ou un État étranger attire l'attention sur la question de l'État de droit. Je crois que c'est un rapport qui s'adresse plus au gouvernement qu'il ne s'adresse à la population. Je crois que nous savons exactement, oui, parce que c'est plus difficile de répondre de manière agressive à l'État américain que de faire ça avec Amnesty International. Donc là, il va falloir qu'ils se mettent à écouter, de la même manière que quand c'est Theresa May qui s'exprime sur la question de la crise. Il va falloir qu'ils se mettent à écouter. Nous sommes reconnaissants à ces puissants étrangers des efforts qu'ils font pour nous aider à régler cette crise, mais il nous paraît important à nous de marteler que c'est avant tout notre problème et que c'est à nous de le résoudre. Nous avons pour cela comment dirais-je, une stratégie que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui, je vous rassure, ou répéter aujourd'hui. Et en tout cas, c'est clair que c'est un problème camerounais et que c'est aux Camerounais de résoudre ce problème aujourd'hui. Merci, Maître Michel Doki, d'être venu ce soir. Merci pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.